Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans La Chose Commune, l'émission de Studio F qui parle d'environnement et de développement durable. C'est une cohorte importante que je reçois ce matin, ils sont nombreux dans le studio pour parler d'un projet important et ambitieux, c'est pour ça qu'ils sont nombreux autour de ces micros. Nous allons parler du projet LIFE, Let's Go for Climate, initié par la région et porté entre autres notamment par les territoires dans la région de Centre-Val de Loire par Aglopolis. On va en discuter avec tout ce beau monde assis autour de la table, avec Nicolas Orgelet, vice-président d'Aglopolis. Bonjour Nicolas. Bonjour. Qu'on connaît bien à Studio F, journal de bord d'un élu local à 17h45 le jeudi. Je suis également accompagné de Marion qui est animatrice du dispositif LIFE. Bonjour. Bonjour. On a également donc 3 citoyens qui vont nous expliquer leur rôle au sein de ce groupe, de ces groupes même de travail. J'ai Marie, Coralie et Philippe. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Voilà pour les présentations, on va avoir le temps de vous laisser la parole à chacun. Alors pour commencer évidemment, je vais demander à Nicolas et Marion sans doute de poser le contexte de ce projet, comment il s'est mis en place. En me renseignant, en travaillant cette émission, j'ai vu que c'était la région Centre-Val de Loire qui avait initié le projet, et donc c'est une première européenne puisque c'est un projet européen je crois, initié par la région Centre-Val de Loire. Oui, tout à fait. C'est ça. La région est coordinatrice du projet avec du coup 11 partenaires sur le territoire de la région Centre, et on est cofinancé par le projet LIFE au niveau de l'Union européenne par la Commission. Donc c'est un financement qui est là pour accompagner tous les projets de transition écologique et énergétique sur tous les États de l'Union européenne. Donc on a une responsabilité à rendre ce projet réplicable sur tous les pays potentiel de l'Union. Qu'est-ce qui a fait que c'est la région Centre-Val de Loire qui s'est saisie de cette initiative européenne en premier sur le territoire français ? Alors, il y a eu une expérimentation qui a été menée en 2019 par la région Centre-Val de Loire avec 2 territoires partenaires, le Gâtinais-Montargois, donc le pays Gâtinais-Montargois, et puis la communauté de communes Loche-Sud-Touraine, avec déjà des ateliers citoyens organisés pour leur permettre de s'emparer des questions de transition énergétique. Et puis, comme ça a été plutôt bien reçu en territoire et plutôt un succès au niveau de la participation, la région a décidé de candidater au projet LIFE avec du coup tous les autres partenaires, donc l'ADEME, énergie partagée, dont on pourra reparler peut-être tout à l'heure. Et donc l'implication citoyenne, elle est au cœur du projet, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. L'idée, c'est vraiment que les questions de transition énergétique passent cette fois plutôt par les citoyens que uniquement par les institutions, avec l'idée que les citoyens puissent déjà se réapproprier les questions de l'énergie, de la production, et puis toutes les problématiques liées au changement climatique et à la nécessité de faire notre transition énergétique, et qu'ils puissent ensuite être outillés pour monter les projets qui leur font envie, qui leur tiennent à cœur, et participer à la vie de leur territoire. Comment, Nicolas, c'est vers toi que je me tourne, comment Aglopolis, le territoire d'Aglopolis s'est saisi après les 2 territoires évoqués par Marion des autres départements, comment Aglopolis s'est inséré dans le projet ? Alors on a candidaté pour être territoire partenaire parce qu'on se retrouvait assez bien dans la démarche de se dire les élus seuls peuvent pas tout faire, ils sont plutôt là pour en appui et en soutien des initiatives qui se portent sur le territoire, parce que tout seul on peut pas y arriver, il faut y arriver tous ensemble, donc il faut donner les moyens à ceux qui ont envie de faire, et donc on se retrouvait beaucoup là-dedans. L'idée c'était de monter des communautés locales de l'énergie, et ce qu'il y a eu de singulier sur Aglopolis, c'est qu'on s'est dit, mais le problème c'est que quand on fait des appels à candidature, c'est souvent toujours les mêmes qui répondent. Et nous, on aimerait toucher aussi les gens des territoires plus ruraux, les gens qui se sentent souvent éloignés des décisions politiques. Et donc, on a poussé pour mettre en place du tirage au sort. Et donc, je remercie d'ailleurs Clément qui a beaucoup travaillé pour ce tirage au sort, parce qu'avec la loi RGPD, c'est assez compliqué. Et donc, on a tiré au sort plusieurs milliers de citoyens pour réussir à avoir 200 volontaires des 43 communes de l'agglomération, que ça soit véritablement représentatif, qu'on ait toutes les tranches d'âge, un peu toutes les communes, et ça a plutôt bien marché, puisqu'on a eu 200 citoyens, c'est là qu'on a eu le plus de citoyens qui
ont participé. Je vais être un peu taquin. On voit aussi dans certains dispositifs les limites de l'exercice et de la consultation citoyenne, confère la célèbre convention citoyenne au niveau national. Est-ce que ça pose des questions au niveau de l'engagement citoyen, au niveau des institutions politiques? L'idée, c'était de ne pas reproduire cet exemple de la convention citoyenne qui a abouti sur pas grand-chose. Alors, je suis pas tout à fait d'accord. Moi, je trouve que justement, la Convention citoyenne a montré que quand on prend des citoyens, qu'on les forme, qu'on leur donne les moyens, il en ressort des choses intéressantes et souvent même encore plus ambitieuses. Parce c'est sur la finalité que j'ai noté des réserves. Malgré tout, sur les propositions qu'ils ont faites, c'était ultra poussé. Là où c'est pas les citoyens qui n'ont pas été à la hauteur, c'est les politiques qui n'ont pas été à la hauteur parce qu'ils n'ont pas tenu leurs engagements. Donc là, on s'est dit justement, on les accompagne, on les suit et derrière, on ne fait pas à leur place. C'est-à-dire on leur donne les moyens de faire, mais on ne va pas leur dire faites pas ci, faites pas ça. On laisse faire, on donne les moyens et là, maintenant il y a des projets qui se lancent et quelque part on se met en retrait. On laisse faire les projets et on facilite. On met à disposition des salles, on met à disposition des moyens quand ils ont besoin. Mais on ne dit pas c'est pas la bonne direction, elle est plutôt par là, elle est plutôt par là. On fait confiance et je pense que c'est ça qui a manqué dans la Convention citoyenne. Donc l'idée c'est de prendre la première partie de la Convention citoyenne et de changer les effets, la finalité. Marion, donc c'est un projet régional. Combien de territoires engagés au début? Vous avez parlé des 2 territoires d'essai en 2019. Oui. Et donc ensuite, comment s'est construit le projet depuis que donc ce projet européen a été institutionnalisé? En fait, le projet a commencé du coup, ce que je disais, avec 11 partenaires. Donc, c'est que des partenaires institutionnels. Et au début, on a 6 territoires qui sont vraiment, véritablement partenaires du projet. Et au fur et à mesure, se rajouteront donc 6 nouveaux territoires avec lesquels on a commencé en ce début de 2023. Et puis 6 derniers territoires en 2024 pour aboutir avec une expérimentation qui sera menée sur 18 territoires en tout. Et nos autres partenaires institutionnels, du coup, donc on a l'ADEME, qui est l'agence de maîtrise de l'énergie au niveau national. On a également les 2 gestionnaires de réseaux de distribution, donc électricité et gaz, c'est-à-dire GRDF pour le gaz et Enedis pour l'électricité. Nous avons Énergie Partagée et Rescope, qui sont 2 associations qui accompagnent déjà les citoyens qui portent des projets de production d'énergie renouvelable, Énergie Partagée au niveau national et Rescope au niveau de l'Union européenne. Et puis donc les 6 premiers territoires engagés. Donc les territoires d'expérimentation de 2019 sont revenus, Loches Sud-Touraine et puis le pays Gâtinais-Montargois, puisqu'ils étaient satisfaits et ont voulu relancer la dynamique avec un accompagnement renforcé. On a également du coup Blois Aglopolis, et puis on avait Tours Métropole, Bourges Plus, et puis le pays Loire-Beauce qui est donc entre ici et Orléans. Est-ce qu'on compte sur un effet boule de neige, un effet d'entraînement pour convaincre les futurs territoires où ils sont déjà engagés, vous avez déjà été sollicités et ça va se mettre en place? Alors les 6 territoires de l'année 2023, c'est bon, on a commencé avec eux, donc on a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour les recruter. C'est vrai que l'année dernière, le projet était encore peu connu, donc ça nous a demandé de communiquer davantage auprès des territoires pour se faire connaître et pour tout simplement expliquer la démarche, qui est quand même une démarche assez originale et unique. Et puis là, cette année, on sent quand même que le projet a commencé à se diffuser sur le territoire de la région et on a beaucoup plus de territoires qui viennent vers nous pour nous contacter et nous demander des renseignements sur l'engagement que ça demande et puis surtout pour qu'on leur explicite un peu plus le projet sur leur territoire à eux. Et au 1er janvier ou 1er mars, je ne sais pas comment être organisé votre calendrier, combien de territoires sont réellement engagés ou vont être insérés là, dans les semaines ou dans les mois qui viennent dans ce projet? Donc pour l'instant, on est à 12 territoires engagés. Ouais. Et puis on a les territoires de la région Centre-Val de Loire ont jusqu'à fin avril pour candidater à l'appel à manifestation d'intérêt en cours pour du coup être lauréat pour l'année 2024. D'accord, ok. Et donc pour un total de 18 territoires, c'est ça? 18 territoires au total. Ouais. Très bien. C'est un projet qui est au long cours. Oui, c'est un projet qui a commencé en 2021 et qui s'achève en 2025. Mais encore une fois, là, on est vraiment sur le cadrage du projet, puisque nous, notre objectif, c'est de lancer
des dynamiques citoyennes, donc des projets citoyens. Donc l'idée, c'est pas qu'ils s'arrêtent en 2025. Le projet en soi arrête de fonctionner en 2025, mais on aura toujours un suivi des collectifs qui se seront montés, tant au niveau régional qu'au niveau des territoires qui ont été partenaires, pour leur permettre de se pérenniser et puis de se répandre sur la région. Et est-ce que les territoires ont sélectionné ou ont le même fonctionnement que ce que décrivait Nicolas pour Aglopolis, à savoir, alors, ou pas forcément sur le principe du tirage au sort, mais des groupes de citoyens qui ont été sollicités ou qui se sont manifestés? Ça fonctionne de la même façon sur tous les territoires ou il y a des disparités entre chaque groupe? Oui, c'est une démarche en fait qui est répliquée sur tous les territoires. D'accord. Même si nous, ce qu'on propose, c'est du coup une démarche clé en main, et ensuite les territoires l'adaptent en fonction de ce qu'ils veulent ou ce qu'ils pensent être le mieux pour leur territoire, puisque bien sûr, chaque territoire est différent, et les élus locaux et les techniciens locaux connaissent beaucoup mieux leur territoire que nous, donc on s'efforce de s'adapter. J'en reviens à Nicolas, la spécificité d'Aglopolis, et puis après je demanderai aux trois citoyens et citoyennes autour de la table. Qu'est-ce qui a porté, qu'est-ce qui a émergé assez vite sur Aglopolis? On va voir. Moi, je trouve que pour l'instant, ce qui est plutôt bon signe, c'est que je trouve que en fait, si vous voulez, il y avait 4 ateliers pour les citoyens. Ouais. Et vous pourront revenir pour vous expliquer le contenu des 4 ateliers. Et après, ils sont en autonomie. Et donc, on ne sait pas, nous, si ça va prendre ou pas prendre. Et donc, déjà, ce qui est assez spécifique, c'est que j'ai l'impression que ça marche plutôt très, très bien. Mieux qu'encore que ce qu'on pensait dans le suivi. Après, on va voir ce que ça donne. Et puis, il n'y a pas que ces ateliers citoyens. Il y a aussi des formations pour les élus, ce qui est une très bonne chose, de former les élus eux-mêmes, les sensibiliser à ces questions-là, avec des voyages, avec des sites de terrain. Et puis il y a eu des associations qui ont répondu aussi, qui sont déjà existantes et qui ont répondu dans ce projet-là à ce qu'on appelle des conversations carbone, où ils forment des animateurs qui vont accompagner des citoyens, des membres d'associations, etc. On va dire un peu plus à l'éco-anxiété et comment on s'en saisit et comment on la retourne en quelque chose de positif. Et donc finalement, ces 4 ateliers qui lancent c'est un morceau d'une dynamique plus globale autour des questions de transition. Voilà, je pense que ça mérite d'être dit, mais c'est cette approche assez globale où on essaie de toucher les élus, on essaie de toucher les citoyens, on essaie de toucher les associations, et d'aller partout, parce qu'il faut réussir à amplifier si on veut être à la hauteur de l'instant, quoi. Soyons un peu plus concrets donc, pardon, dans le vif du sujet. Non, mais c'était très bien de mettre ça dans le contexte. Donc quels sont les sujets abordés avec les groupes citoyens, les associations, les élus, etc. Et alors, mais je pensais peut-être les laisser témoigner. Eh ben, ils peuvent, il n'y a pas de souci. Premier atelier, il y a eu un grand spectacle pour sensibiliser. Deuxième atelier, ça a été beaucoup des chiffres sur notre impact énergétique, ramené à l'échelle locale, à l'échelle de l'agglomération. Et puis après, ça a été... le troisième a été de déterminer un peu les sujets sur lesquels vous travailler en termes de sobriété ou de production d'énergie renouvelable et de les hiérarchiser, de les classifier. Et le dernier atelier, ça a été beaucoup plus sur l'autonomie et la création de groupes selon les affinités de chacun à vouloir travailler sur tel ou tel projet, avec un engagement à se retrouver pour lancer des initiatives. Voilà, de manière très concrète, à quoi ça peut ressembler. T'as oublié l'atelier bonus de visite Et il y a eu un atelier oui, tout à fait. Il y a eu un atelier un samedi matin, 8h30. Et pourtant, il y avait une petite centaine de personnes, quand même, donc ça montre quand même l'intérêt. Qui se sont rendus où? Parce que vous évoquez le sujet. Qui sont allés à Chitenay. Chitenay, oui, merci. Et puis aller voir le projet d'autoconsommation sur le photovoltaïque au domaine de Moncy, qui est un domaine viticole. Oui. Qui est un projet porté par Blaise Watt, c'est ça? C'est un projet par Blaise Watt. Et puis un producteur d'orchidées qui est du côté de Contres, Bruno Chauvet, qui a fait visiter des serres et qui a expliqué un peu comment les systèmes de production d'énergie renouvelable qu'il utilisait pour réussir à chauffer ses serres à orchidées. Je vais effectivement, Nicolas, donner la parole aux citoyens et citoyennes que je n'ai pas encore sollicités. Peut expliquer comment il s'est retrouvé impliqué dans ce dispositif. Marie. Moi, je peux commencer. Donc, moi, je fais partie de ceux qui candidatent souvent sur le site d'Aglopolis pour participer aux ateliers citoyens qui sont proposés. Donc, ça dénote déjà d'un certain engagement politique. Je suis très intéressée en fait, par ces sujets, et puis j'ai envie d'étendre en fait mon action dans ce domaine, parce que je fais des actions personnelles, mais je pense que c'est pas juste en faisant des actions personnelles qu'on va réussir à faire bouger les choses, et au bout d'un moment il faut y aller et se lancer
pour proposer des choses collectives. Pour vous, il y a un engagement personnel, mais il n'arrivera à rien sans une volonté politique d'accompagner ce projet. Oui, on peut dire politique. Après, je suis aussi persuadée que les citoyens, sans les élus, forcément, peuvent faire des choses aussi. Plus forte que des petits collectifs ou une action individuelle. Voilà. Essayer de faire bouger les choses autour de nous petit à petit, en fait, sans forcer les choses, mais y aller progressivement, essayer de monter des choses sympas qui donnent envie, en fait, pour étendre un peu ces sujets, quoi, et puis les amener sur le devant. Donc voilà, j'ai candidaté sur le site d'Aglopolis et puis après j'ai été retenue. Je pense parce que je fais partie d'un tout petit village et donc il n'y a pas beaucoup de monde de centenaires qui postule à ce genre de programme. Donc voilà, j'ai eu la chance de participer aux 4 ateliers. J'ai pas fait le spectacle, mais voilà, les 4 autres ateliers, j'y ai participé. C'était super intéressant et surtout, par rapport aux autres ateliers que j'ai faits, là, on a vraiment eu la chance d'échanger longuement avec d'autres personnes sur des sujets. Là où les autres ateliers que j'ai faits, c'était ponctuel, en fait, et puis on passait vite à un autre sujet, on n'avait pas l'occasion de se revoir. Là, c'est vrai d'avoir 4 ateliers, on recroise les mêmes personnes, on discute plus profondément des sujets, et ça a donné envie de faire quelque chose après, en fait. Donc ces ateliers sont réguliers et ont vocation à l'être sur l'ensemble du projet jusqu'en 2024, c'est ça? On a eu des ateliers quasiment tous les mois, en fait, donc on n'avait pas le temps d'oublier. On était dans la dynamique, on nous a vraiment pris en main et puis on nous a accompagnés pour que on se relâche pas, en fait. C'est un gros rythme, j'ai l'impression. Vous dites peut-être presque une par mois. C'est pas forcément donné à tout le monde de se rendre dispo. Vous sentez quand même l'engouement et l'envie de participer, d'être présent, pas forcément à tout, mais en tout cas de suivre vraiment le projet de A à Z. Après, c'est 5 ateliers sur un temps court et maintenant que les 5 ateliers sont finis, les collectifs sont autonomes pour s'organiser librement en fonction de leur suite. Mais oui, il y avait quand même une bonne dynamique. Parmi les personnes qui venaient, on sentait une motivation et surtout parmi les personnes qui revenaient. Parce qu'on a eu certes un taux de perte entre le premier et le deuxième atelier, c'est normal. Mais les personnes qui revenaient avaient envie de continuer et étaient quand même, globalement, ont exprimé leur satisfaction sur l'organisation des ateliers. Marie, vous voulez poursuivre? Ouais, moi j'ai pas trouvé ça trop lourd personnellement, c'était assez bien fait et puis c'était une soirée tous les mois, on se bloquait 2-3 heures et puis voilà, et puis les ateliers étaient le soir pour permettre aux actifs aussi d'être présents, donc ça c'était vraiment bien, il y avait des personnes de tous les âges et puis de toutes les classes. Voilà, il y a déjà aussi une représentativité. Certaines représentativités par C'était bien fait, j'ai pas trouvé ça trop dense. Philippe, comment vous êtes donc retrouvé, vous êtes tirage au sort? Alors moi c'est tout à fait le hasard. Alors parlez bien dans le micro. C'est tout à fait le hasard parce qu'en fait à l'origine je n'étais pas concerté et en fait c'est ma femme qui avait été tirée au sort et comme je suis très sensible et sensibilisé à tout ce qui est développement durable, transition énergétique, j'ai dit j'aimerais bien venir avec toi. Et donc je l'ai accompagné au théâtre, donc c'était au Carroir, c'est de mémoire, très très intéressant parce que en fait ça nous fait à la fois sourire et je dirais moins sourire parce que tous les sujets actuels et futurs ont été bien développés. Et donc du coup j'ai laissé mon nom. Et ma femme, qui elle est encore en activité, n'était pas trop disponible. Et moi, j'ai décidé de suivre tous les ateliers par ricochet. Et en fait, vraiment intéressant. Ça m'a permis à la fois aussi de retrouver des gens que je connaissais par le passé, mon activité professionnelle. Et puis, ces ateliers nous ont amenés finalement à réfléchir de plus en plus, à échanger de plus en plus et à arriver à des solutions, je dirais, justement au travers des groupes qui se sont constitués pour essayer de mener des projets futurs autour de la transition et de la consommation plus durable. Pareil, donc cette dynamique de réunion régulière pour travailler. Ça me gêne pas du tout parce que moi je suis habitué à m'investir entre guillemets dans différentes structures
c'est ce qui m'a toujours intéressé, c'est que justement le relationnel permet de développer énormément de choses et d'activités et de réflexions personnelles. Et donc j'ai dit, ça va pas me gêner du tout. En plus, en soirée, j'étais habitué à plutôt à des activités en soirée, donc ça me gênait pas du tout. Et ça me permet justement de poursuivre aussi, étant retraité, une activité supplémentaire aux autres. Très bien. Coralie, comment vous vous êtes retrouvée, intégrée dans ce dispositif? Mettez bien le micro. Oui, alors moi j'ai été tirée au sort, donc j'ai pas pu assister aux 2 premiers ateliers. J'ai rejoint le programme en cours de route et là on s'investit du coup dans la sobriété, sur le projet sobriété et le volet sensibilisation. Voilà. Vous étiez déjà concerné par les questions sur lesquelles vous alliez être mobilisé et ça vous a parlé, ou c'était vrai, vous y alliez vraiment dans l'idée de découvrir et d'approfondir des connaissances et de participer au chantier? Alors les deux, il y a des choses qui m'avaient déjà alerté en fait dans d'autres agglomérations, dans d'autres régions. Et quand j'ai découvert que qu'il y avait un projet de rassemblement citoyen autour de la transition écologique, je me suis dit je vais m'investir, et donc suivant mes contraintes personnelles, j'ai pu faire 2 ateliers que j'ai trouvé très intéressants. C'est pour ça qu'on a envie de s'investir davantage aussi par la suite. C'est un projet, je le lisais sur le site de Life, qui est écologique et politique. Je pense si on peut séparer les deux, d'ailleurs, je suis pas sûr, Nicolas, voilà. Tout est politique, chaque fois qu'on fait un choix dans la vie, c'est un choix de société. Faire des choix de société, c'est faire de la politique. Avec l'ambition de sensibiliser territoires et citoyens à la transition énergétique et porter une attention particulière à l'appropriation des outils et des bonnes pratiques. Donc est-ce qu'on peut défricher un petit peu ces grands termes? En fait, donc le premier atelier, ça a été vraiment de la sensibilisation, puisque c'était un grand spectacle qui était à la fois festif, mais qui en même temps mettait face aux réalités, avec un message d'espoir en disant qu'on pouvait y arriver collectivement, quoi. Le deuxième atelier était encore dans la sensibilisation, parce qu'on se rendait assez compte, par exemple, avec des chiffres très simples, on nous montrait le nombre de milliers de cyclistes qu'il faudrait à pédaler pour nous, rien que pour produire l'électricité qu'on utilise. Et je me souviens plus pour faire un gâteau. Rien que pour faire un gâteau, pour faire cuire un gâteau, c'était plusieurs centaines de cyclistes qui doivent 200 cyclistes qui doivent pédaler à 30 km/h pendant une heure pour faire cuire son gâteau, quoi. Et donc ça, c'était assez intéressant. Et voilà, il y a eu des ateliers sur la différence entre l'énergie renouvelable, l'énergie qui ne produit pas de carbone, classer les types d'énergie ou autres. Et en fait, assez vite, sur les qu'est-ce que maintenant on va en faire, parce que l'idée c'était après d'être dans l'action. Il y a eu deux grandes thématiques qui se sont dégagées. Les personnes qui voulaient travailler plutôt sur comment on est plus sobre, on réduit notre impact sur le milieu. On va y revenir avec voilà, donc des choses qui soient plus de l'ordre de la sobriété, comment l'isolation de la maison, les mobilités. Voilà, par exemple, à la base on parlait d'énergie, et assez vite il y a beaucoup de gens qui sont positionnés sur la mobilité, parce qu'en se formant ils se sont rendus compte que en termes d'émissions de gaz à effet de serre, à 25% c'est nos mobilités. Donc ils se sont dit finalement moi c'est là-dessus que je veux m'engager, et à l'alimentation ou autre. Et puis il y a des gens qui étaient plus sur il faut malgré tout on aura besoin d'énergie. Nous on veut s'engager pour produire une énergie qui soit renouvelable et citoyenne. Renouvelable parce qu'il faut qu'on sorte des énergies fossiles, citoyenne parce qu'on veut garder la main, c'est-à-dire parce qu'on veut pouvoir décider de comment on produit cette énergie sur le long terme, parce qu'on veut que l'argent qui soit produit revienne sur le territoire pour financer de nouveaux projets. Et donc il y avait vraiment ces deux volets-là citoyens. Je sais pas si je crois que j'ai détourné un peu ta question. C'est pas grave. Je suis désolé. Comment on gère, et ça m'en amène une autre, comment on gère, j'ai l'impression, la transversalité des thématiques, parce que sobriété, on peut parler d'énergie, et donc il y a aussi un groupe énergie. Comment on gère la transversalité des thèmes pour les contraindre quand même au groupe de travail? Ça c'est beaucoup grâce à la région qui a bien préparé les ateliers, si tu veux en parler, mais j'ai l'impression qu'assez vite ça a été séparé entre deux groupes, ceux qui voulaient travailler sur la sobriété, et donc il y avait des temps d'échange sur qu'est-ce qu'on veut faire dans la sobriété, et puis on hiérarchise nos projets.
et puis ceux qui veulent travailler sur l'énergie renouvelable. Et puis là aussi, ils ont hiérarchisé. Pour nous, c'est quoi l'énergie renouvelable sur laquelle on a envie de travailler prioritairement. Et on s'est rendu compte que d'abord photovoltaïque sur toiture, en tout cas sur Aglopolis, puis la géothermie, et finalement arriver en dernier, puis la méthanisation, et enfin l'éolien et le photovoltaïque au sol. Donc ça montrait aussi dans l'acceptabilité sociale, et ça j'ai fait le retour aux élus parce que ça permet aussi de se rendre compte où est-ce que les citoyens sont prêts à mettre de l'ENR, sous quelle forme, etc. Et ça permet aussi d'avoir des temps d'échange, et derrière les citoyens ont formé les élus sur ce qu'ils étaient prêts. Enfin voilà, ça c'est juste une anecdote, mais vas-y, je te laisse expliquer. Marion, ouais, le déroulé des ateliers, ça a fait l'objet d'un travail de concertation entre partenaires qui a duré, je pense, bien 6 mois. La logique qui sous-tendait toute la démarche, donc tous les ateliers, c'était vraiment une logique en entonnoir, c'est-à-dire que comme on a des personnes autour de la table qui n'ont pas le même niveau de connaissance sur le sujet, on partait vraiment de ok, on remet à plat qu'est-ce que c'est que l'énergie, qu'est-ce que c'est que la transition énergétique, pourquoi il faut la faire dans la lutte contre le changement climatique, de quoi on parle quand on parle de sobriété énergétique, d'efficacité énergétique ou de production d'énergie renouvelable, et pourquoi est-ce que le citoyen il a totalement sa place pour y aller. Et ensuite, on a essayé de faire en sorte que les gens puissent s'exprimer sur ce qu'ils avaient envie de faire, ce qui les intéressait au quotidien, et ensuite créer un lien entre les thématiques soit sobriété ou soit production d'énergie renouvelable par rapport à leur centre d'intérêt. C'est-à-dire, ok, vous êtes intéressé pour l'alimentation, quels sont les types de projets qui existent déjà sur le territoire, ou quels sont les projets qui existent en dehors de vos territoires et qui pourraient se monter sur vos territoires, et qui éventuellement pourraient vous intéresser. Donc c'est un gros travail de préparation avec les territoires de la région pour vraiment centraliser, enfin voilà, contraindre un petit peu et adapter vraiment à chaque territoire. D'accord. Ouais, tout à fait. Et puis déjà, j'ajouterais que l'idée c'était pas de refaire quelque chose qui existait déjà sur le territoire, c'est aussi de faire connaître un peu les démarches qui existaient et qui parfois sont simplement pas connues des citoyens qui habitent à côté. Et ensuite, j'ajouterais également qu'on a parfois passé des heures à préparer un atelier pour se rendre compte le premier soir où on le fait que ça fonctionne pas et l'adapter pour le lendemain, quoi. C'est une démarche vraiment purement expérimentale et du coup ça nous a demandé une capacité d'adaptation assez importante. Parlant d'adaptation et de travail, vous aviez, j'imagine, voilà, vous êtes représentatif, plus ou moins représentatif des 200 personnes qui ont participé à ces groupes de travail, des niveaux de connaissances qui étaient plus ou moins élevés selon les thématiques, etc. C'est l'avantage et la limite du tirage au sort. Est-ce que ça n'a pas apparu trop vertigineux quand on se retrouve devant des chiffres complètement fous de consommation, comment on appréhende ces données et ces connaissances qui nous arrivent? Marie? Alors moi personnellement, j'ai étudié en géographie et aménagement du territoire, donc toutes ces données, j'en avais déjà conscience. Déjà en partie. Et donc effectivement, elles peuvent être effrayantes pour certains, d'où les problèmes d'éco-anxiété qui sont de plus en plus présents dans la société. Après, c'est là où il faut être fin et les amener de manière à pas faire trop peur et puis à dire on peut agir, donc on peut faire des choses. Et la région et Aglopolis, c'est ce qu'ils nous ont permis de faire. Ils nous ont présenté ces chiffres, mais derrière, ils nous ont dit regardez toutes les initiatives qui existent sur le territoire, essayez de faire une carte mentale de tout ce qui existe déjà. Et il y a plein de choses qui existent, vous pouvez vous aussi agir, et donc on est moins anxieux face à ces données quand on a conscience qu'on peut faire quelque chose dessus. J'ai l'impression qu'on a parlé de la démocratie participative, notamment au sein de la constitution des groupes. J'ai l'impression que ça s'inspire aussi pas mal de l'éducation populaire en termes de gestion d'équipe, etc. Comment ça s'est passé, comment ça a été pensé? Alors moi je suis pas très familière du terme d'éducation populaire, donc je vais pas forcément beaucoup développer dessus. En revanche, ce qu'on a eu comme formation tous partenaires du projet, c'est une formation à l'animation en intelligence collective, qui est donc une formation parlons d'intelligence collective professionnalisante, et d'éducation populaire. Mais qu'est-ce que le groupe, alors si tu veux rebondir sur l'éducation populaire, Nicolas? Au début c'était porté par Charles à la région. Si ce projet s'est mis en place, c'est Charles Fournier qui avait lancé ça. Et c'est quelqu'un qui est issu de l'éducation populaire, et avec cette idée d'éducation populaire qu'en fait on peut apprendre à tous les âges de la vie, et qu'on doit donner les moyens à chacun, quel que soit son niveau de revenu et quel soit son niveau social, à tous les âges de la vie, de pouvoir continuer d'apprendre.
et de faire ensemble. Et donc, en effet, c'est un grand projet d'éducation populaire pour faciliter ces apprentissages et cette capacité à être acteur et à donner les moyens aux gens d'être acteurs. Donc oui, voilà. Et puis moi, le début de mon engagement politique, ça a été d'être animateur au CMEA Bourgogne, voilà, qui est aussi un grand mouvement d'éducation populaire. Bien sûr. Et donc, Marion, vous parliez d'intelligence collective. Alors pareil, c'est un terme qui peut être excessivement usé et abusé. Donc, qu'est-ce qu'on met dans ce cas concret là pour ce projet LIFE derrière ces grands termes? Oui, c'est vrai c'est vrai que c'est des concepts qui sont extrêmement flous. L'idée en fait de l'intelligence collective, c'est d'étudier des méthodes d'animation pour être en capacité de monter un projet avec des personnes avec lesquelles on n'a pas les mêmes compétences, avec lesquelles on n'a pas le même vocabulaire, les mêmes avis, même parfois les mêmes valeurs. Et donc, comment est-ce qu'on fait ensemble pour quand même monter un projet si on se retrouve sur une idée commune ? Et nous, donc, en tant qu'animateurs du projet, on s'est formé à ces compétences-là parce que ça nous permet ensuite d'accompagner les personnes pendant les ateliers, les citoyens, vers une démarche en fait, qui est la même, puisque quand on construit une association, quand on construit un projet, on doit s'attendre à discuter avec des personnes avec lesquelles on n'aurait jamais discuté si on ne s'était pas engagé dans ce type de projet. Et donc, ça nous demande une adaptation, encore une fois, qui est extrêmement importante et qui n'est pas forcément celle qu'on a l'habitude de faire quand on travaille dans un secteur où là, on va discuter au quotidien avec des personnes qui ont le même vocabulaire et les mêmes habitudes. Vous avez retrouvé ces méthodes dans les groupes de travail, les citoyens. Coralie, comment vous avez appréhendé cette insertion dans des groupes assez importants où tout le monde n'a pas le même niveau de connaissance, pas forcément les mêmes, des opinions parfois arrêtées qu'il va falloir travailler, échanger, confronter parfois. Comment ça se passe ? C'est difficile ou ça se fait bien grâce justement à ces outils-là dont on vient d'évoquer ? Ça se fait plutôt bien, moi je trouve, même si effectivement on a des horizons différents, on vient de milieux différents, d'endroits différents, on n'a pas le même âge. Au contraire, je trouve qu'il y a un respect du coup pour la différence et qui est important parce qu'il permet aussi de construire ensemble et de voir autre chose que ce qu'on a devant sa porte en fait. Et ça, je pense que c'est porteur. Donc, gardez le micro. Comment vous avez travaillé au sein des groupes ? Est-ce que vous pouvez nous définir un petit peu la méthode de travail, de concertation, de réflexion ? Alors, on a été guidés par rapport à des grandes thématiques et du coup, on a aussi dû se projeter en fait dans un futur plus ou moins proche, voir qu'est-ce qu'on aimerait pouvoir voir mis en place sur le territoire et qu'est-ce qui pour nous serait vraiment un effort collectif vers un effort de sobriété collective et donc on a pu croiser nos visions, nos attentes et de là on a retrouvé pas mal de points communs, peu importe les milieux, peu importe les lieux de vie et c'est de ces points communs là qu'on est parti pour effectivement monter les projets ou se diriger vers des... Dresser les constats, oui. Et dresser les constats. Oui, ouais. C'est ça. Ça rejoint, j'ai l'impression, Marion, le concept d'intelligence collective dont on parlait à l'instant. Oui, bien sûr. Ouais. Oui, c'est l'idée. Hein. L'idée pour nous, c'était de nous approprier le sujet, les outils d'animation et comment est-ce qu'on pouvait le mettre en place pour être en capacité de le transmettre au maximum aux personnes qui participaient aux ateliers. Marie, vous voulez rajouter quelque chose ou Philippe d'ailleurs, sur la méthode des groupes ? Moi je dirais le côté animation apporté notamment par les visios et de LIFE et le Raphaël Mercé au niveau d'énergie partagée. Par exemple, nous, au niveau des groupes et donc des 2 réunions qu'on a eues, on a été obligé un peu de solliciter Raphaël, ne serait-ce que pour la partie animation, parce que un groupe qui est constitué de personnes pour la première fois qui se connaissent pas forcément, c'est pas évident qu'il y ait quelqu'un qui fasse en sorte d'animer la réunion. Et donc, ce soutien de énergie partagée, entre autres, nous a énormément servi, à la fois pour l'animation et à la fois pour les comptes rendus. Voilà.
Peut-être si je peux compléter ce que Allez-y, dit Philippe, Marion. parce que du coup, ce dont il parle là, les réunions en ligne et puis l'accompagnement d'énergie partagée, c'est-à-dire qu'à la fin de nos ateliers citoyens qui sont organisés du coup sur les territoires, il y a toute une démarche d'accompagnement donc virtuel qui est prévue également dans le projet LIFE, avec pour les collectifs porteurs de projets d'énergie renouvelable un accompagnement spécifique énergie partagée, et pour les collectifs sobriété plutôt une adaptation de la part des chargés de mission des territoires qui du coup vont s'adapter, puisque là les thématiques sont le champ d'activité est très large, donc ça demande une adaptation constante pour aider au mieux ces collectifs. Et puis du coup il y a tout un tas de webinaires qui sont organisés donc, pour les ateliers qui ont lieu à la fin 2022 sur toute l'année 2023 pour accompagner le montage de projets. Ça va de la comptabilité d'une association à rédiger des statuts, à quelles sont nos valeurs fondamentales, enfin voilà. Ça touche toutes les questions qu'on peut se poser quand on décide de monter un projet. Sur le groupe de travail sobriété, Marie et Coralie, qu'est-ce que vous avez réussi pour l'instant à mettre alors vous disiez hors antenne que vous étiez dans ce même groupe général, mais pas dans les mêmes groupes de travail. Qu'est-ce que vous avez réussi à mettre derrière ce mot de sobriété? Parce que pareil, c'est comme intelligence collective et éducation populaire, c'est parfois un peu fourre-tout et brasseur de grands concepts. Concrètement, qu'est-ce qui est sorti de ce mot? Alors, moi, je me suis engagée dans 2 groupes à l'issue des ateliers menés par la région et par Aglopolis. Moi et mon groupe, on s'est engagés donc, sur l'alimentaire. Comment faire en sorte d'amener les personnes à consommer des produits de qualité locaux. Et donc là, on est dans la sobriété parce que c'est vraiment mieux de consommer local que de faire venir des produits de l'autre bout de la planète. Voilà, donc c'est dans ce sens-là, alimentation et puis sobriété dans ce sens-là. Et l'autre projet dans lequel je me suis engagée, c'est sur la mutualisation d'objets du quotidien. Comment optimiser le temps de vie d'un objet, faire en sorte qu'il soit vraiment utilisé, pas qu'il reste dans le placard, et pour éviter aussi donc aux personnes de devoir acheter du matériel qui vont servir que 10 minutes dans leur vie. Donc voilà, après pour le moment on est vraiment au stade d'apprendre à se connaître, de voir dans quelle direction on veut partir, et puis de rencontrer aussi des acteurs sur le territoire qui sont déjà investis sur ces thématiques pour prendre des idées et voir si on rejoint ces associations, ces structures qui sont déjà montées, ou si on décide de faire quelque chose en parallèle qui ne viennent pas concurrencer, mais qui viennent vraiment diversifier l'offre des associations qui existent déjà. Donc voilà, mais c'est plutôt des échanges et apprendre à se connaître pour le moment. Donc l'idée, et je crois que Marie ça a été abordé un peu plus tôt dans l'émission, mais l'idée c'est de se dire, voilà, il y a des idées qui sortent un peu, et c'est de regarder le tissu institutionnel et associatif, et de se dire, ah bah ça existe, ça existe, donc voilà, peut-être se rapprocher, ou si ça n'existe pas, créer des choses, d'où les webinaires sur la constitution d'associations, ce genre de choses. L'idée c'est de pouvoir permettre une vision vraiment globale du chemin pour ces sujets-là. D'accord, ok. Coralie, donc dans votre groupe, qu'est-ce qui s'est joué? Alors moi je fais partie du groupe sensibilisation, on en est au même point, on apprend à se connaître, on tâte un peu le terrain, on voit ce qui est fait dans l'agglo, et on essaye du coup rencontrer des partenaires ou des membres d'associations qui ont déjà une expérience de la sensibilisation, et de voir ce qu'on pourrait nous apporter à ces associations et aux collectifs en général. En fait, on est au même point que Marie pour l'instant. On apprend à se connaître. C'est vrai qu'il faut vraiment briser la glace, sachant que tout le monde a des idées différentes et que c'est pas forcément facile de s'exprimer, et surtout dans un collectif. On est en train de tâter le terrain. Voilà. Combien, à peu près, voilà, j'imagine que c'est un peu différent dans chaque groupe, mais dans combien de personnes constituent les groupes de travaux? Alors, en sensibilisation, on est une dizaine. D'accord, ok. Et pour l'instant, on arrive, lors des réunions, à maintenir un nombre de 6 personnes qui va tourner forcément en fonction des contraintes un personnelles. noyau, en termes de chiffres. Voilà. Marie, vous êtes à peu près pareil? Oui, c'est l'équivalent. Ok, ça une marche. dizaine.
Philippe, vous sur le groupe de travail donc production d'énergie renouvelable, comment ça se passe? Qu'est-ce qui se trame derrière Nous, on est un groupe on va dire d'un peu plus d'une dizaine de personnes. Jusqu'à maintenant, on n'a pas encore, c'est plus déjà chacun s'est présenté. Quelles étaient les motivations un peu de chacun? Est-ce qu'ils ont des projets personnels ou voire éventuellement à constituer en groupe? Et puis, donc, on n'a pas encore défini ni de structure qu'on envisage, ni, je dirais, de quel type d'énergie on va produire, sachant qu'il a été discuté à travers la géothermie, à travers le chauffage au bois, à travers l'hydroélectricité et à travers le photovoltaïque, aussi bien en toiture que sur, je dirais, au sol, voilà, globalement. Donc, un ordre du jour a été constitué. On a abordé donc 9 sujets. 9 sujets seront plutôt abordés. On en a défini déjà 3 ou 4, sachant que finalement, au travers de ces sujets, ça entame des discussions qui sont, même s'il y avait Anaïs Grande donc de Aglopolis qui était présente pour nous soutenir avec Raphaël, on avait prévu un temps déterminé. En fait, bien évidemment, on l'a largement dépassé. Et donc, du coup, ça sera lors de la 3e réunion où on abordera les thématiques d'ordre du jour suivant. Mais autrement, c'est une bonne ambiance. Alors, petite particularité, il a été soulevé plusieurs fois par les participants de dire c'est bien de se réunir, mais il faut que ça reste, comme je reprendrai le terme d'un des participants, il faut que ça reste fun. Et on a cette chance d'avoir une productrice de viticole, un ancien charcutier traiteur et moi-même qui était œnologue. Donc je pense qu'à un moment donné ou à un autre, il y aura cet aspect convivial qui permet d'aller plus loin encore. Bien sûr, ouais. J'ai l'impression à écouter les 3 citoyens et citoyennes et notamment sur cette phase de début qu'il y a un énorme travail d'accompagnement. Comment ça se passe à la région pour coordonner tout ça? Vous êtes une armée, c'est pas possible. Non, on n'est pas une armée. En fait, oui, il y a un travail d'accompagnement à mener. Après, ça peut pas être un travail, comme le disait tout à l'heure Nicolas, ça peut pas être un travail de conduire les personnes à prendre des décisions. Ça peut être vraiment qu'un backup en cas de besoin, de nécessité. Non, mais quand même, ça nécessite de l'écoute, de la présence, oui. d'être aux aguets sur tout ce qui se dit, sur tout ce qui se joue, de saisir tous les enjeux de chacun. C'est un énorme travail, j'ai l'impression. C'est un énorme travail, effectivement, mais alors là, pour le coup, c'est moins notre rôle à l'ADEME et à la région de le mener. Dans le cadre du projet, on est vraiment plus, nous, sur la première phase de montage du projet en territoire et puis d'animation des ateliers citoyens. Toute la partie accompagnement, elle est ensuite, donc, ce que je disais tout à l'heure, le relais est pris à la fois par Énergie Partagée sur l'aspect production d'énergie et à la fois par le territoire sur l'aspect sobriété. C'est comme ça qu'a été conçu le projet, puisque, en fait, tout simplement, nous, à la fin de l'année 2022, on recommence le processus avec 6 nouveaux territoires, donc sur l'année 2023, ce qui veut dire qu'en termes de temps de travail, on ne peut pas clairement accompagner les 32 ou 33 collectifs qui sont sortis de nos ateliers en 2022. Donc c'est vrai qu'il y a un gros travail qui est mené par les territoires, par les chargés de mission des territoires, à la fois cadrés et à la fois également du fait de leur engagement personnel et professionnel, qui est extrêmement important dans les premiers mois et qui normalement devrait se détendre au fur et à mesure que les collectifs se structurent et se solidifient. D'où l'idée de faire par phase d'accueil de territoire ces choses-là aussi, pour pas avoir tout le monde qu'on doit former dans les premiers mois ou la première année et demie, et qu'après tout le monde soit autonome en même temps. L'idée, c'est aussi de pouvoir échelonner un peu. Oui, tout à fait. Dans les 6 premiers mois, déjà, notre travail à nous, c'est de permettre aux élus et aux associations des territoires de se former sur les questions d'énergie. Et les 6 mois suivants sont plutôt consacrés aux citoyens. Avec ensuite, du coup, sur l'année, je vous disais, un accompagnement à distance de notre part et un accompagnement beaucoup plus personnalisé de la part des territoires. Mais effectivement, on voit bien que, et comme le disait Philippe, qu'avec la connaissance que chacun va pouvoir développer dans chaque groupe, qu'ils vont s'autonomiser et que ce sera beaucoup plus facile et que ça nécessitera à terme moins d'accompagnement. Comment on joue, et ma question elle est peut-être plutôt pour Nicolas, sur les territoires, comment on conjugue les initiatives qui vont pouvoir émerger avec les enjeux régionaux, nationaux, voire européens, certaines lois, certaines contraintes.
Est-ce que c'est un enjeu pour l'instant ou pas encore ? Pas encore, j'aimerais bien y arriver, mais comment dire, pour l'instant, on est beaucoup plus sur... on a cité plusieurs fois Anaïs Grand, qui est en fait finalement, si tu veux, la région, elle accompagnait sur les ateliers, elle préparait les ateliers, et Anaïs Grand, dans nos services, donc les agents de la région sont financés par l'Europe grâce au fait qu'on ait remporté cet appel à projet européen. Et nous, on a une personne qui est en partie financée par l'Europe sur le territoire. Sur le territoire Aglopolis. Et c'est elle qui prend le relais sur l'appui aux citoyens. Donc finalement, tu vois, ils sont autonomes, mais maintenant la région se retire parce qu'elle va accompagner d'autres territoires. Et on prête des salles et on a une agent à leur disposition qui peut répondre à toutes leurs questions. Et donc ça permet d'avoir un appui sans être une béquille ou faire à leur place. Tu vois, on en est là. Et donc on est beaucoup plus sur de l'accompagnement de projets individuels et c'est eux qui font le lien après avec les politiques régionales, départementales, et quand ils ont des questions sur ça, ils viennent nous voir, ou ils m'interpellent moi ou ils interpellent Anaïs, et nous on est là pour leur apporter les réponses. Ah bah là sur telle loi, est-ce que c'est faisable, est-ce que ça l'est pas, là on a telle problématique juridique, là on ne sait pas si politiquement c'est faisable ou pas, et ils nous posent la question, et en fait nous on est là pour répondre à toutes leurs questions quand ils ont des questions un peu techniques comme ça. Et puis parallèlement, moi plutôt à une échelle politique, ce que j'aimerais aujourd'hui sur l'alimentation, on a un conseil local de l'alimentation qui est un lieu qui regroupe des citoyens, des producteurs, des distributeurs, etc. pour construire les politiques d'alimentation. Et à terme, j'aimerais bien réussir à faire la même chose pour l'énergie et l'adaptation en changement climatique, faire un conseil local de l'énergie et du changement climatique dans lequel on pourrait inviter aussi les citoyens à s'exprimer pour co-construire les politiques publiques de l'énergie et de la transition avec eux. Mais j'en suis pas encore là. Faut le faire valider politiquement, et il y a tout ce que tu racontais sur la convention citoyenne, et à faire accepter aux élus de lâcher une partie de leur pouvoir pour construire avec, et non pas construire pour les citoyens. Et ça, c'est quelque chose de nouveau, parce que jusqu'à là, on entendait beaucoup. Maintenant qu'on est élu, on est légitime, on est représentant du peuple. Mais en fait, il faut faire avec, même pendant le mandat, faire vivre la démocratie pendant. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye de porter politiquement, mais voilà, c'est une deuxième étape. Voilà. Qui prend son temps, on l'aura compris. Oui, Philippe, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, Nicolas a parlé du Conseil local de l'alimentation, j'en fais partie, et c'est une des raisons aussi pour lesquelles je me suis intéressé au projet transition énergétique. Et c'est vrai que si je mettais en parallèle, je trouve que ces deux actions, comme celle du Conseil local de l'alimentation, qui est déjà depuis plusieurs années, puisque moi j'y étais encore quand j'étais en activité, et j'ai demandé, et j'y suis toujours, c'est le même principe, et c'est vrai que ce serait bien d'arriver à des solutions concrètes comme pour la transition énergétique sur des projets bien précis, voilà, et il y a des exemples concrets. Voilà, je trouve que c'est vraiment très, très intéressant. Et où c'est intéressant, c'est qu'il y a à la fois le soutien des élus, mais il y a aussi cette participation importante des citoyens sur des projets très précis. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Pour l'alimentation, les citoyens participent de décider quelles actions vont être mises en place par les politiques publiques, alors que là, les politiques publiques sont facilitateurs pour laisser les citoyens mettre en œuvre ce qu'ils ont envie de mettre en œuvre. Tu vois, ouais, il y a une petite subtilité qu'il fallait préciser. Bah, ça marche. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez rajouter tous et toutes autour de cette table ? Est-ce qu'on a à peu près Moi, je veux bien citer les autres groupes. C'est-à-dire que là, on a eu quelques représentants de certains groupes sur la sensibilisation, notamment sur les questions numériques, qui voulaient sensibiliser sur l'impact du numérique, je crois, à un moment donné. Je ne sais pas si vous êtes resté là-dessus au final. On n'est pas resté là-dessus, on est en train de changer. De changer. Finalement, ça va être sur quoi ? Là, pour l'instant, on tâte le terrain. Ok. Il y avait sur les questions de mobilité, il y a le groupement d'achat avec cette idée que je trouvais assez intéressante parce qu'ils m'ont demandé de venir sur leur réunion hier soir. C'est des gens qui sont plutôt sur l'ouest de l'agglomération et qui sont sur des petites communes où ils disent nous, acheter du local et de qualité, c'est pas forcément évident. Et donc on voudrait faire un groupement d'achat et ça montre bien justement que le tirage au sort a permis de décentraliser par rapport à la ville-centre pour répondre à des questions aussi qui se posent plus en ruralité, alors que sinon souvent on est très centré sur la ville-centre et donc ça permet de faire voir d'autres problématiques.
Il y a la question de la sobriété lumineuse et sur l'éclairage, etc. Et là, c'est plutôt il y a l'ANPCEN, qui est un groupement de protection, l'association de protection du ciel étoilé, avec Christophe Martin-Brisset, qui est très impliqué sur ces questions-là, qui a profité de ces ateliers pour avoir des nouvelles personnes en appui. Mais c'est ça aussi, ça fait grossir des associations existantes. Voilà. Et puis la mutualisation d'objets quotidiens. Et dire aussi, du coup, Anaïs Grand, donc, qui accompagne toutes ces dynamiques. En fait, ces dynamiques, elles peuvent grossir maintenant. Et ces citoyens, ils peuvent agréger d'autres citoyens sans forcément qu'ils aient participé à ces 4 ateliers de sensibilisation. Donc, c'est un appel pour dire si là-dedans, il y a des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à prendre contact. Donc, c'est la référente à l'agglomération, c'est Anaïs Grand, anaïs.grand@aglopolis.fr. Vous lui écrivez, elle pourra vous mettre en relation avec tel ou tel groupe si vous avez envie de l'intégrer. Voilà. Tu parlais d'effet boule de neige avec les territoires, mais on voit qu'il y a l'effet boule de neige au sein des groupes de travail. Tout ça. Okay. Et puis Nicolas, sur l'ENR, je finis mon petit tunnel, sur la production d'énergie renouvelable, donc on a un représentant aujourd'hui sur ce nouveau groupe d'énergie renouvelable, mais on avait Blaise Watt qui était très présent sur le même système. Et ce qui est assez intéressant, c'est que là, c'est beaucoup Énergie Partagée qui les accompagne, mais ils ont déjà accompagné Blaise Watt, donc ils ont du recul. Et il peut y avoir presque des effets de parrainage, c'est-à-dire on peut aller chercher des conseils ou des informations auprès de quelqu'un qui a déjà essuyé les plâtres, même si on ne prendra pas forcément les mêmes directions, même si les deux associations sont indépendantes. Ouais. Voilà. J'ai fini de dire ça. Marion, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Oui, je pense que tout à l'heure, tu disais que tu parlais d'atteindre les objectifs tant locaux que nationaux ou européens. Le projet Life, Let's Go for Climate, c'est une énorme machine. Il y a énormément d'actions différentes et ça ne s'arrête pas jusqu'en 2025. En revanche, c'est extrêmement difficile de quantifier concrètement combien de pourcentage on va réussir à atteindre en termes d'économie d'énergie ou en termes de production d'énergie renouvelable sur un temps court. Ce sera peut-être faisable sur 5 ans ou sur 10 ans, mais sur un temps court, ça va être très compliqué. On est vraiment sur une expérimentation où là, on est sur de la création de liens, de la mise en relation entre personnes au niveau local et sur pousser des petites pierres pour qu'elle roule et pour qu'elle puisse conduire à des nouveaux projets, à des projets de plus en plus importants. Mais on a beaucoup de mal aujourd'hui à quantifier quel sera l'impact du projet. Pour autant, il en aura un, c'est certain. On le voit déjà entre les personnes qui participent qui ont participé à nos ateliers sur les territoires, qui se sont mises en relation avec des nouvelles personnes, qui vont se mettre en relation avec des associations qui existent déjà et qu'on leur a présentées. Et puis l'idée, c'est que même si votre territoire n'est pas partie prenante des 18 territoires qui auront participé au projet à la fin du projet Live, que les citoyens des autres territoires puissent quand même se nourrir de cette expérience et puissent construire eux-mêmes leur propre collectif sur un territoire en s'appuyant sur les collectifs qui existeront déjà, puisque nous, notre rôle, c'est de lier tous les citoyens entre eux au niveau régional, parmi ceux qui ont participé au projet Life, et de également permettre une passerelle avec ceux qui n'auront pas participé au projet. La parole est aux citoyens et citoyennes pour terminer cette émission. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Oui, je dirais, Nicolas l'a soulevé un peu, c'est le fait que au travers de ces réunions, on apprend de plus en plus, donc on s'enrichit et en même temps on est porteur d'arguments auprès d'autres personnes, mais de manière très impromptue, de discuter sur ces sujets. Et du coup, ce qui est important, je crois, c'est justement à partir de cette constitution de groupe autour, que ça soit la sobriété ou la transition, c'est d'en parler parce que comme ça, on va enrichir le groupe par d'autres personnes et finalement, on va arriver à constituer un collectif beaucoup plus important. Et il y a beaucoup de gens qui, à la limite, je pense, n'osent pas ou n'étaient pas au courant. Et donc, du coup, ce côté relationnel avec les personnes d'une manière totalement impromptue va permettre d'enrichir le groupe et de déboucher d'ici quelques mois, peut-être sur un projet bien défini. Voilà, et je pense que ça, c'est important.
Je prends conscience, donc en vous écoutant depuis toute cette émission, que c'est un projet énorme et qu'il n'en est qu'à ses débuts. Je vous propose de vous réinviter dans un an. Ce groupe ou des dérivés, peu importe, mais histoire de prendre conscience et de faire le point parce que c'est intéressant de faire des points d'étape. Et aujourd'hui, on en était dans la présentation, mais ça donne très envie de savoir ce qu'il en sera dans un an. On prendra le temps donc de réinviter tout ce beau monde dans la chose commune. Merci à tous les 5, donc Nicolas Orgelet, vice-président d'Aglopolis, Marion Fournier, animatrice donc du dispositif Life Let's Go for Climate pour la région Centre-Val de Loire, Marie et Coralie, donc citoyennes engagées dans les groupes sobriété, et Philippe donc dans le groupe production d'énergie renouvelable. Merci à tous les 5 d'être venus pour cette émission de la chose commune. On se retrouve très bientôt. Cette émission évidemment est à retrouver en podcast sur le site de Studios F. Merci à tous et à toutes. Merci. Au revoir. Merci.